Bien, bonjour à toutes et à toutes et à tous pour ce lancement du programme de formation INAMI. Avant de vraiment commencer, je voudrais rappeler les principes du fonctionnement de Zoom. Quand vous prendrez la parole, il est important que vous puissiez ouvrir votre vidéo et votre micro et d'éteindre le micro après votre intervention. D'autre part, vous avez en bas de la page Zoom un onglet réagir. Donc, si vous avez des commentaires à faire au décours de cette téléconférence, n'hésitez pas à y noter vos remarques. Il y a un membre de l'équipe qui en prend bonne note. Alors voilà, donc pour cette journée de lancement du programme de formation INAMI, je suis aussi très heureux d'accueillir Madame Germain. Madame Germain est représentant ici le SPF et les réseaux de santé mentale et est Non, c'est coordonnatrice. Madame Guillot, Madame Guillot. Madame Guillot, pardon, Pardon, oui, Madame Guillot, excusez-moi, je vais arriver à Madame Madame Charlotte Guillot. Germain après. Madame Guillot, donc qui est coordinatrice locale de la région de Namur, et je vais l'inviter d'introduire un petit peu ce lancement de programme de formation de l'INAMI. Et donc, Madame Guillot, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En effet, j'étais chargée par Sarah Morsing de faire un petit mot d'introduction. Donc voilà, je vais me plier à l'exercice. Donc voilà, au nom du SPF et des réseaux de santé mentale enfants et adolescents, je vous remercie tous vivement de l'intérêt et de l'engagement de proche ou de loin que vous portez à l'offre de soins psychologiques de première ligne. Certains d'entre vous, et je pense que vous êtes nombreux, connaissent déjà cette offre. Pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Mais cette nouvelle approche est axée sur le suivi à court terme et est orientée vers des solutions. Il s'agit donc d'interventions précoces, incluant de nouvelles techniques et à destination d'un nouveau public cible. Il est clair aujourd'hui que nous observons une augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes. La prévention et la prise en charge précoce et multidisciplinaire de ces difficultés est un enjeu important en termes de santé publique. Nous remercions donc le CEPIA pour leur travail et leur implication dans le fait de proposer une offre formative qualitative pour les psychologues, les diététiciens et les médecins généralistes. Comme vous le verrez, deux offres différentes vont se présenter à vous. La première sera sous forme d'un webinaire avec des documents qui seront accessibles à tous. Et la seconde sera normalement présentielle et limitée aux psychologues diététiciens conventionnés et aux médecins généralistes. Ces modules de formation ne sont pas obligatoires, mais une attestation de participation que vous pourrez joindre à vos portfolios sera délivrée au terme de ceux-ci. Nous vous invitons vivement à partager ces informations autour de vous et à encourager vos collègues qui seraient intéressés à joindre ces formations. Dans un second temps, une offre de formation qui, elle, sera construite par le consortium des universités francophones sera aussi mise à disposition. Cette offre-là sera axée, entre autres, sur l'approche des soins psychologiques de première ligne et sur le public spécifique visé dans cette convention. J'en ai terminé, je vous remercie et je vous souhaite une agréable présentation. Merci beaucoup, Madame Guillot, de votre introduction, et d'avoir été désignée volontaire pour cet exercice. Merci beaucoup. Voilà, et donc maintenant, je voudrais quand même présenter Madame Germain. Donc, Madame Germain représente ici les soins psychologiques de première ligne et peut-être a-t-elle aussi une petite présentation à faire concernant l'offre de formation qui s'adressera essentiellement aux psychologues, cliniciens et orthopédagogues. Bonjour à tous, merci de me prêter la parole. Je vais rapidement vous présenter. Donc effectivement, je représente ici donc le consortium des universités, donc l'université de Liège donc qui coordonne le projet, l'université de Mons, l'université, catholique de Louvain et l'université libre de Bruxelles et ensemble donc nous avons été mandatés pour offrir un ensemble de formations aux psychologues et orthopédagogues donc de première ligne. Alors, il y a en fait 12 formations qui seront dispensées, donc 3 formations par université, avec des thèmes assez variés pour couvrir en fait des centres d'intérêt qui semblaient pertinents donc aux psychologues de première ligne. Et tout cela, le choix des modules de formation part en fait d'une enquête de terrain qui a été effectuée donc pour pouvoir répondre au plus près aux besoins du terrain. Je vais vous citer quelques exemples, je ne vais pas vous citer les 12 modules. Nous allons rapidement distribuer des flyers, mettre en ligne un site internet, une plateforme qui reprendra de façon plus détaillée la description des différents modules, mais il y aura des modules, par exemple, de formation sur qu'est-ce qu'une intervention en groupe, sur des modules de formation sur le Covid long, sur de soutien aux superviseurs, sur des thèmes comme la périnatalité, les interventions brèves.
vous voyez, il y a des sujets qui sont assez variés, et qui seront donc dispensés d'ici, à la fin de l'année. Donc le projet se met en place actuellement. Nous espérons pouvoir dispenser le premier module de formation dans le courant du mois de juillet et ceux-ci seront donc dispensés jusqu'à la fin de l'année, donc jusque décembre 2024. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais effectivement, les informations vous seront rapidement communiquées. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci Madame Germain. Peut-être préciser que voilà, certains modules seront, co-créés ou en tout cas seront, faits en collaboration avec vous, pour assurer l'efficacité et la cohérence au niveau de l'offre de formation. Et donc, je voudrais aussi souligner aussi que cette formation se fait en concertation avec les associations professionnelles de psychologues et en particulier l'Union professionnelle des psychologues francophones qui est représentée dans le groupe qui travaille sur cette formation par Nicole Mertens qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui et aussi en concertation avec l'Union des diététiciens de langue française et vous entendrez tout à l'heure Charlotte Delot ou Kirsten Nagel de cette union professionnelle qui participe donc à la construction de cette formation. Nous avons aussi des contacts avec la Société scientifique de médecine générale. Bon, peut-être faut-il préciser aussi que, bien sûr, tu peux passer la diapositive suivante, Nicolas. Donc, cette formation de base en matière de troubles de l'alimentation sera accessible sur le site du CEPIA. Fabien Avarello vous donnera plus de précisions à ce sujet. Donc, ça s'est développé en collaboration avec le gouvernement fédéral. Ce sera accessible au niveau du site du CEPIA et ce sera accessible au niveau du site de l'INAMI. Et donc, vous verrez, comme ça a été déjà dit par Madame Guyot, avec une association d'e-learning, de fichiers, de vidéos et d'audio qui vont se développer progressivement au cours des mois et nous espérons des années qui viennent. Diapositive suivante. Et donc, l'objectif de cette visioconférence, vous la connaissez déjà, c'est de présenter l'offre de formation de base en matière de troubles de l'alimentation. Alors, on insiste que c'est d'abord une formation de base. Donc, ce sont des grands principes qui seront étayés par, notamment au niveau des e-learning, qui seront étayés par des brochures, des folders ou des documents progressivement. Et nous allons aussi, au cours de cette présentation, vous expliquer l'approche pédagogique et puis nous terminerons par une session de questions-réponses. Le CEPIA, comme vous savez, est jeune et est en train d'initier ce programme de formation et nous souhaitons surtout nous appuyer sur les besoins des professionnels de la santé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des propositions, des commentaires, des remarques à faire. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez collaborer aux objectifs du CEPIA, n'hésitez pas à nous contacter également en nous faisant part de votre intérêt. Diapositive suivante. Donc, le CEPIA a été établi en 2022 et donc il concerne essentiellement la prévention, il focalise sur la prévention jusqu'aux soins de troisième niveau en ce qui concerne les problèmes, les dysfonctionnements ou les troubles liés au poids, à l'image corps du corps, à l'alimentation, à l'activité physique aussi et à leurs complications. Et il cherche à établir un pont entre l'expérience de la pratique clinique, l'expertise de la pratique clinique et la recherche scientifique. Comme je viens de vous le signaler, il y a notamment une lettre d'information régulière qui vous sera adressée. Il y a des matériaux de support dont nous allons parler. Il y a des groupes de travail qui sont en train de s'organiser. Aujourd'hui, ça concerne principalement les troubles de l'alimentation, mais nous avons aussi un groupe de travail qui est en train de se constituer autour de l'obésité et dont la présidente est Madame Le Breton, donc est pédiatre à la Citadelle à Liège. Et puis, il y a d'autres formations qui pourront se développer. Il y en a déjà certaines qui se sont données l'année passée et qui concernaient plutôt les soins de deuxième et de troisième niveau. Je rappelle que le CEPIA, donc, au départ, est financé par la région wallonne et que nous avons donc au mois d'avril obtenu un renouvellement de nos subsides. Diapositive suivante.
Alors, quelle était la demande de l'INAMI? Ce qui a été dit également par Mme Gouillot, c'était de renforcer la formation des professionnels de première ligne, psychologues, diététiciens conventionnés, psychologues et orthopédagogues, diététiciens conventionnés, les médecins généralistes, vous savez que la plupart des médecins sont conventionnés, mais aussi des experts d'expérience sur les troubles de l'alimentation, et nous développerons aussi des formations à leur intention. Alors, ça se base sur des normes de pratique en collaboration et en concertation avec EatExpert, notre collègue flamand, et comme vous venez de l'entendre, avec le consortium académique francophone, les soins psychologiques de première ligne, qui vient d'être un petit peu exposé par Madame Germain. À l'issue de ces formations, il y a une certification que vous pourrez faire valoir dans votre portfolio. C'est essentiellement des apprentissages en ligne pour les professionnels de la santé mentale, mais qui seront aussi accessibles à d'autres professionnels si cela s'avère nécessaire et utile. Et elles ont été approuvées par l'IMAMI comme répondant aux exigences de formation de base pour la clinique et les soins dans les troubles de l'alimentation. Diapositive suivante. Alors, le public cible, je viens d'en parler. En ce qui concerne l'objectif du module, c'est le transfert de connaissances en troubles de l'alimentation fondés sur l'épreuve, et c'est un apprentissage par des applications concrètes et en multidisciplinarité. Et vous verrez que quand nous vous présenterons la formation, nous accorderons beaucoup d'importance dans le décours du mois d'octobre ou de novembre d'amener au niveau de chaque réseau en santé mentale que les professionnels psychologues, orthopédagogues, diététiciens et médecins, généralistes ou autres, puissent se rencontrer afin de développer la collaboration et la multidisciplinarité. Alors, au niveau de la multidisciplinarité, bien que l'équipe de traitement minimum, en tout cas suivant les guidelines australiens, est un médecin, un psychologue, clinicien ayant de bonnes connaissances des troubles de l'alimentation, qui sont essentiellement des troubles psychologiques, la contribution d'un éventail de disciplines est souvent nécessaire pour les soins complets, et en particulier les diététiciens et les diététiciennes, qui, dans la politique de la convention de première ligne, joue un rôle essentiel, notamment pas seulement pour délivrer des soins spécialisés, mais dans la détection précoce, puisque très souvent, les usagers, que ce soit les jeunes ou que ce soit leurs parents ou leurs proches, consultent généralement de manière privilégiée leur médecin traitant ou un des diététiciens ou une diététicienne, et peut-être que les usages vont tout doucement s'établir, un psychologue clinicien, du fait que il y a eu une reconnaissance de cette catégorie des professionnels de la santé au sein des soins de santé, et c'est assez récent. Et donc, les psychologues cliniciens, notamment les psychologues cliniciens de première ligne, prennent une place importante maintenant dans les soins en santé mentale. Alors, nous insistons aussi au cours de ces formations sur le fait que la famille et les soutiens font une partie intégrante de l'équipe de soins. Intégrer les proches est une recommandation de grade A, si je puis dire, dans les procédures de traitement, et en particulier en ce qui concerne les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Et tout cela dans le respect de la confidentialité. Nous aurons tout à fait l'occasion d'aborder cela au cours des différentes formations. Et donc, les plans de traitement doivent toujours être centrés sur la personne, sensibles à la famille, mais aussi à la culture, et axés sur la conséquence. Et donc, par conséquent, et c'est ça le sens de la multidisciplinarité, que l'information et les prises de décision sont partagées entre tous les membres des équipes de soins, y compris la personne vivant avec un trouble de l'alimentation, sa famille et, si nécessaire, ses soutiens. Mais tout cela dans le respect de la confidentialité. Et naturellement, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'évaluation de départ et la planification du traitement et l'évaluation au cours du traitement sont essentielles pour avoir des traitements sûrs et efficaces. Mais dans les troubles de l'alimentation, on peut être en difficulté parce que la capacité d'une personne à prendre une décision en fonction des objectifs à long terme est parfois difficile. Nous aurons l'occasion d'en parler en introduction du premier module. Ou encore dans les situations de détérioration de la santé physique ou mentale qui nécessitent alors des interventions immédiates et urgentes. Heureusement, ce n'est pas la situation la plus probable, bien que dans le décours du Covid, on s'est retrouvé face à une demande de consultation importante avec des files d'attente pour des hospitalisations qui sont devenues extrêmement problématiques. Et donc, le développement des soins ambulatoires qui devraient être les soins les plus fréquents, par les conventions, vont permettre de répondre de manière organisée et structurée
par les réseaux en santé mentale à ces demandes d'information et de pouvoir guider les patients et leurs proches, les usagers, vers des filières de soins qui soient adaptées au niveau de soins requis dans la situation. Les professionnels de la santé doivent s'adapter à la motivation du patient et répondre aux besoins d'autonomie, de compétences et d'adhésion du patient. Nous aurons l'occasion de le développer tout au long de cette formation. Diapositive suivante. Alors, un point qui est important pour les professionnels de la santé, c'est que l'enseignement qui va être donné dans le cadre de cette formation de l'INAMI, ces recommandations représentent un point de vue généralement admis après un examen de preuves disponibles. Mais bien sûr, en exerçant leur jugement, les professionnels de la santé doivent prendre en compte ces lignes directrices, mais parallèlement aussi, comme je viens de le souligner, aux besoins individuels, aux préférences et aux valeurs de leurs patients. Ces recommandations ne dérogent pas à la responsabilité de décision appropriée à la situation de l'individu, donc ne privent pas le professionnel de sa responsabilité d'indiquer les thérapies qu'il considère les plus adéquates et parfois celles qui sont accessibles. Alors, les fournisseurs de soins de santé ont la responsabilité de permettre leur mise en application lorsque les professionnels individuels et des personnes utilisent des services souhaitant l'utiliser. Donc, il est important aussi d'avoir l'avis des patients et des usagers. Vous savez qu'ils consultent régulièrement les sites Internet et se font aussi une idée sur le type de soins qu'ils souhaitent recevoir. Et donc, les professionnels de la santé devraient le faire en prenant en compte la nécessité d'éliminer la discrimination illicite, que ce soit les difficultés socio-économiques, les difficultés sociales, et la Convention, par le fait qu'elle permet des soins de moindre coût, et notamment par les diététiciens conventionnés, par les psychologues de première ligne, d'avoir un accès à des populations qui hésitaient à consulter du fait des coûts que représentaient ces prises en charge. Ça est aussi une action qui vise à réduire les inégalités de santé. Voilà, donc ça c'est un élément important à rappeler. Diapositive suivante. Alors, il est aussi intéressant de s'interroger, mais quelle est la conception actuelle des troubles de l'alimentation ? Alors, voilà une petite synthèse de la situation actuelle des troubles alimentaires, de la conception actuelle concernant les troubles de l'alimentation, notamment liés au développement de la recherche, que ce soit en biologie, que ce soit dans les neurosciences ou que ce soit en psychologie sociale. Il est maintenant devenu extrêmement clair que les régimes classiques à base de macronutriments sont inefficaces pour produire une perte de poids durable. Bien que la plupart des gens perdent du poids grâce à un régime, la majorité reprennent ce poids en passant généralement par des épisodes de perte et de reprise de poids qui en soi sont préjudiciables. Et donc, le lien entre prise et perte de poids et les troubles alimentaires est multiforme et ne découle probablement pas simplement d'une restriction alimentaire ou d'une consommation alimentaire dérégulée. Les critères de diagnostic sont peut-être utiles pour nous indiquer vers quelle voie thérapeutique nous devons nous engager, mais ce n'est pas sur une catégorie diagnostique que l'on doit construire un traitement, mais sur une évaluation plus approfondie et par une connaissance justement de ces données qui sont issues de la recherche. La relation entre le poids et les troubles de l'alimentation doit intégrer les caractéristiques non seulement psychologiques et psychiatriques, mais également, c'est ce qu'on découvre progressivement sans qu'on ait nécessairement des stratégies thérapeutiques déjà établies, la fonction intestinale et le métabolisme en particulier, ce qui conduit à la régulation du poids, de la composition corporelle ou de la distribution corporelle. Et dans ce contexte, diapositive suivante, en l'absence de maladies somatiques induisant une perte de poids, la perte de poids extrême et soutenue, par exemple, observée dans l'anorexie mentale, représente un phénotype métabolique nettement distinct, soutenant l'implication métabolique dans le développement de l'anorexie mentale. Bien que ces pistes, si elles deviennent quand même relativement évidentes, sont encore très peu étayées par des procédures d'intervention. Et donc, l'expression phénotypique des troubles de l'alimentation, en raison de processus épigénétiques, le processus épigénétique, c'est la relation entre le gène et son environnement biologique, qu'il soit interne ou externe, dont l'influence des facteurs sociaux et environnementaux, dont les aliments disponibles, les diététiciens, diététiciennes pourront certainement nous en parler, fait que les troubles de l'alimentation se répartissent sur un large spectre, même si on a des catégories diagnostiques. Diapositive suivante. Et donc,
ce qui est naturellement novateur dans la nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents, mais aussi pour les adultes, c'est la responsabilité qu'ont maintenant au niveau de chaque province les réseaux en santé mentale de l'organisation des soins en santé mentale au plus près du domicile des patients. En distinguant les premières lignes, la prévention, les premières lignes, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes, et dans cette manière un petit peu de distinguer les intervenants, comme l'a déjà souligné Madame Guyot, de la première ligne, les détecteurs précoces, les répondants innocents, en collaboration avec les fournisseurs de soins partagés. Diapositive suivante. Et donc, à ce moment-là, si on distingue ces différents intervenants, quelles sont les compétences qu'ils ont à mettre en œuvre, quel est leur rôle d'abord, et puis quelle est leur compétence. Et donc, pour concerner les détecteurs précoces, leur rôle, c'est de veiller au bien-être des personnes appartenant à des groupes à haut risque. Nous verrons cela au cours des formations. Ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers points de contact, en particulier les médecins traitants, les diététiciens, les psychologues, mais pas que. Il y a aussi les services de médecine scolaire, les centres de planning familial, qui peuvent être au contact de ces populations à risque. Et naturellement, le rôle de ces détecteurs précoces va être d'impliquer de manière proactive ces personnes à risque pour promouvoir la prévention et la recherche d'une aide précoce. Et donc, les connaissances à acquérir, c'est des caractéristiques cliniques, la prévalence des populations à risque, les facteurs de risque, les signes avant-coureurs des troubles d'alimentation. Diapositive suivante, les répondants initiaux. Et donc, les répondants initiaux, ils vont explorer l'engagement avec une personne présentant un trouble de l'alimentation. Et d'abord, bien sûr, ça passe par la réalisation d'une évaluation complète du trouble alimentaire et l'établissement d'un diagnostic provisoire des troubles de l'alimentation, parce que l'on sait que parfois des interventions ciblées et de courte durée peuvent être extrêmement efficaces et intéressantes. Et donc, il faudra donc offrir à ce moment-là des formations qui permettent d'effectuer des évaluations exhaustives, une collaboration multidisciplinaire, un plan de soins, des traitements ciblés. Et c'est là que pour les psychologues cliniciens, le consortium universitaire va intervenir, mais nous développerons aussi l'apprentissage de techniques ciblées, parce que c'est le nom maintenant en ce qui concerne la manière d'intervenir dans la détection précoce et les répondants unifiés. On ne parle plus de thérapie brève ou d'intervention brève, on parle d'intervention ciblée avec des techniques dont certaines ont été bien établies et sont évaluées ou en voie d'évaluation. Et ça de manière multidisciplinaire et comme je l'expliquais, je le rappelais tout à l'heure, avec l'implication importante des familles, des soutiens et des patients. Diapositive suivante. Mais bien sûr, ces interventions initiaux, que ce soit pour la détection précoce ou les psychologues ou diététiciens spécialisés qui interviennent comme cela en première ligne, et il y a d'autres professionnels de la santé qui fournissent des traitements, par exemple des traitements médicaux ou notamment des traitements pour des affections comorbides. Ce sont soit des affections d'ordre somatique, et on sait qu'en ce qui concerne les troubles alimentaires, il y en a quand même quelques-unes auxquelles il faut être très attentif, ou bien des affections psychiatriques. Ou bien encore des situations sociales ou familiales problématiques qui nécessitent par exemple de pouvoir travailler avec des assistants sociaux ou des infirmières sociales pour pouvoir intervenir au plus près du domicile des patients. Et donc, ces professionnels de la santé qui fournissent un soutien font partie intégrante du traitement de l'équipe multidisciplinaire. Mais ils ne dispensent pas de thérapie spécifique aux troubles de l'alimentation. Diapositive suivante. Voilà, j'en ai terminé avec cette brève introduction. Et donc, je vais laisser la parole à Fabien Avarello. Et je voudrais souligner ici combien Fabien Avarello et Nicolas Heinderix nous sont d'un recours vraiment extrêmement important et travaillent de manière acharnée pour développer cette formation. Et je voudrais ici les remercier. Et je te passe la parole, Fabien. Merci. Donc voilà, comme on l'a évoqué en début de cette visioconférence et comme l'a rappelé Madame Guyot, nous allons proposer 3 offres de formation qui sont destinées à 3 catégories professionnelles, donc les médecins généralistes et les pédiatres, les psychologues cliniciens conventionnés et les diététiciens conventionnés.
Alors, vous allez déjà me poser la question probablement, quid pour les psychologues non conventionnés ou les diététiciens non conventionnés? On reviendra, vers cela, cette question un petit peu plus tard, mais a priori, les formations seront ouvertes à tout le monde. Donc dans ces offres de formation, donc elles seront proposées en modèle comodal, donc hybride. Il y aura effectivement une partie, sur une plateforme de e-learning, sous forme de webinaire et des parties en présentiel. Donc nous allons, travailler d'arrache-pied, continuer à travailler d'arrache-pied ici pour mettre en ligne progressivement les différents modules que nous allons vous proposer qui constituent le contenu de la formation. Vous verrez que le contenu de la formation, il y a des contenus avec des modules communs aux 3 catégories de professions et des modules spécifiques. Nous allons, vous informer évidemment, heu, des mises en ligne, et confirmer les dates qui sont présentées ici. Voilà, nous tenions à avoir ce lancement, ce kick-off, encore au mois de juin pour, profiter du fait qu'il y a essayer de profiter du fait qu'il y avait un maximum de personnes. Mais nous sommes encore en train de travailler sur le programme et d'affiner et de confirmer les dates qui vous seront confirmées, par courrier dans les jours à venir. Donc nous avons après cette, session, de lancement aujourd'hui, nous allons mettre, en ligne progressivement les modules de formation sur notre plateforme d'e-learning Moodle. Vous allez être inscrit automatiquement, sur cette plateforme de formation. Nous allons avoir des sessions de questions-réponses en ligne qui vont, être, programmées, du 23 au 30 septembre, avec les différentes catégories de professions et comme on l'a dit tout à l'heure, une journée en présentiel qui sera faite par présence et dont les dates doivent encore être définies en octobre et en novembre 2024. Et enfin, il y aura une évaluation des connaissances qui sera proposée, pas obligatoire, en fin d'année et qui se fera également, sous forme, digitale. Voilà, je ne sais pas si Yves, tu souhaitais ajouter quelque chose par rapport aux offres de formation? Non, ça me paraît clair, mais peut-être aurons-nous des questions tout à Oui, l'heure. merci. Diapositive suivante. Donc le trajet de formation, est aligné, comme on l'a évoqué, sur le trajet de nos collaborateurs néerlandophones et d'experts, avec lesquels nous avons des réunions d'alignement régulières. Donc on estime que le trajet de formation, dure plus ou moins 14 heures. Nous avons 5 à 7 modules de e-learning. Comme je l'ai précisé, nous allons utiliser la plateforme de e-learning Moodle, sur laquelle nous allons mettre à disposition le matériel didactique. Il s'agira de PowerPoint, de quiz, de vidéos, de PDF, de toute information qui peut être utile, pour, votre formation et votre information. Comme je l'ai évoqué, les identifiants vont vous être envoyés automatiquement. Ensuite, il y aura cette session de questions-réponses qui se fera en ligne, après que vous ayez eu le temps de prendre connaissance des modules et nous aurons en présentiel donc le cas pratique qui sera alimenté également avec vos retours du terrain et enfin, comme je l'ai précisé, un examen en ligne, à la fin de l'année. Oui, diapositive suivante. Donc les modules de formation, donc nous allons les revoir un petit peu plus tard, sur la plateforme, mais principalement, vous allez avoir un module sur la détection précoce, l'évaluation et le diagnostic, un module sur la psychophysiologie de la prise alimentaire, le choix des aliments, les restrictions cognitives et les besoins au niveau nutritionnel, un module 3 sur l'influence sociale, la conduite des régimes, les stéréotypes et les problématiques de discrimination, un module 4 qui couvrira les complications médicales et psychologiques des troubles alimentaires et leur traitement. Un module 5 qui se centrera sur les techniques d'entretien et les techniques d'intervention et de soins partagés. Et enfin, un module 6 et 7 qui cibleront le traitement et le soutien au rétablissement. Voilà pour ce qui est de ces modules de formation qui vont être alimentés progressivement, sur la plateforme et pour lequel, comme je l'ai dit, nous avons des modules communs et des modules spécifiques, heu, pour lesquels nous collaborons avec, des professionnels de la santé divers. Je vais proposer à présent de présenter la plateforme Moodle où auront lieu, heu, une bonne partie des activités de formation. Donc je vais proposer peut-être à Nicolas de passer en langue française. Ce sera plus simple. Voilà et d'aller à l'accueil, s'il te plaît. Donc voilà comment se présente notre plateforme de e-learning. Donc nous avons fait le choix de Moodle parce que c'est une plateforme qui est utilisée, de manière intensive au niveau des formations en ligne et principalement, des universités, mais également de certains, organismes publics. Elle permet, d'être sécurisée, et donc de, permettre,
oui, donc le respect de toute une série de paramètres de sécurité qui sont essentiels. Alors, vous allez voir comment ça se présente ici. Vous avez d'abord les catégories de cours. Ici, nous avons les formations INAMI et les formations TCA de première ligne qui nous occupent aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, vous avez un module commun et des cours spécifiques destinés aux psychologues ou diététiciens, médecins généralistes. Donc, lorsqu'on va paramétrer votre profil, nous allons paramétrer par profession. C'est pour ça que nous avions demandé également vos professions. Mais vous pourrez accéder au contenu des autres cours en libre accès. Alors, je vais demander peut-être d'aller sur le module commun. Et donc là, vous voyez les modules que je viens de vous citer qui sont repris ici, un par un. Donc, si nous allons par exemple sur le module commun 1, détection précoce, nous allons voir comment ça se présente. Donc, pour ceux qui sont habitués à Moodle, évidemment, il n'y a pas de surprise. La présentation est toujours la même. Vous avez ici du matériel de support. Nous avons par exemple un PowerPoint, nous avons un PDF, nous avons une fiche qui a été traduite du matériel de nos collègues et experts sur les préjugés et les stigmatisations. Nous avons un webinaire et nous avons un quiz. Donc, nous allons jongler avec ces différents outils, ces différentes ressources pour vous aider à acquérir les notions de base en troubles alimentaires, donc en vous aidant de matériel de support, de webinaires, mais également de petits quiz, petits questionnaires en ligne pour permettre de tester vos connaissances et peut-être complémenter ces connaissances. Je propose peut-être d'aller sur le PDF détection précoce, de cliquer dessus pour visualiser comment ça se présente. Donc lorsque vous ouvrez, voilà, donc le PowerPoint qui est en format PDF s'ouvre. Vous pouvez alors accéder au contenu de cette formation, donc qui se présente de manière classique. Et si tu peux t'arrêter ici, Nicolas, je remonte un petit peu, voilà. Donc au niveau des formations, stop, au niveau du matériel, donc, nous aurons évidemment différents intervenants, différents professionnels qui vont contribuer à ce matériel didactique et ils peuvent avoir le choix de compléter les informations qui vous sont présentées sur ce PowerPoint, par exemple par une voix et une présentation comme si c'était fait en session plénière, en session académique. Parfois, ça peut être fait avec une voix off, parfois avec l'image, parfois il n'y aura pas de voix, mais il y aura des documents qui complémenteront le support. Voilà, tu peux dérouler encore si tu veux. Bien. Donc, nous voyons qu'il y aura toute une série d'informations. Donc ici, sur le premier module, sur les obstacles entravants, voilà, vous voyez qu'il y a aussi des questions qui sont présentées. Oui, tu peux continuer. Avec des propositions qui sont faites pour rendre l'information un peu interactive et pour vous aider à assimiler l'information. Voilà, je pense que avec des témoignages également de personnes de patientes et d'accompagnants ou de familles. Voilà, donc le programme va être déroulé ainsi pour chaque module. On peut maintenant revenir en arrière. On peut montrer par exemple la fiche préjugés et stigmatisation. Alors vous voyez ici qu'il y a des activités qui sont proposées à faire, d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, ici nous avons mis à disposition par exemple une fiche qui donne des conseils pour une communication non stigmatisante sur le poids, fiche qui a été traduite des outils de nos collègues, et ce sont des fiches qui seront ainsi mises à votre disposition pour votre information. Merci. Alors vous avez également, par exemple, vous aurez des outils multimédia comme des webinaires ou des enregistrements. Peut-être on peut cliquer sur le lien webinaire. Ou ici, il s'agit d'un webinaire de CBTI qui a été mis là pour illustration. Et donc si on clique sur le webinaire, donc la ressource va s'ouvrir et va vous permettre d'écouter cet enregistrement. Donc des outils de ce type seront ajoutés lorsqu'il s'avère pertinent pour compléter votre information. Et donc compte dans les 14 heures générales approximatives qui ont été décrites. Et enfin, nous avons également des quiz qui seront proposés pour tester vos connaissances. Alors parfois, il s'agira de quiz, parfois des questions à choix multiples, de questions avec des réponses à parier. On peut par exemple prévisualiser le test pour montrer. Voilà. Alors on peut cocher. Voilà, on peut mettre des réponses correctes, des réponses fausses, comme ça on voit. Un préjugé est influencé par l'environnement social, culturel ou familial. Un préjugé tenace et résiste au changement. Et enfin, un préjugé influence la manière dont les gens perçoivent et interagissent avec les autres.
Lorsqu'on a terminé le test, on a la possibilité de soumettre ce test et d'observer les réponses et d'avoir des compléments d'information éventuels. Donc là, on voit si la réponse est vraie, fausse. Il y aura parfois des compléments d'information qui seront donnés, ou parfois spécifiques par question, ou parfois de manière générale, comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc ceci pour vous donner un aperçu du matériel didactique via ces webinaires, ces e-learning qui seront mis à votre disposition, que vous pourrez utiliser à votre rythme. Nous allons également, afin de favoriser la collaboration entre les différents professionnels de la santé que vous êtes, nous allons également utiliser le forum interactif qui vous permet de vous poser des questions entre vous, de nous adresser des questions et donc de maintenir une certaine interactivité dans une optique multidisciplinaire. On peut revenir peut-être à l'accueil ou peut-être montrer mes cours si tu veux bien. Donc, en tant qu'étudiant, vous verrez les catégories comme nous l'avons montré et lorsque vous irez dans vos cours, vous aurez, en fonction de votre profession, les différents cours communs et spécifiques qui vous seront alloués. Et donc peut-être on peut aller sur le cours spécifique tout en haut à gauche, qui est un cours spécifique pour les diététiciens. Et je vais peut-être juste demander à Charlotte ou à Kirsten si elles veulent dire un mot par rapport à ce module qu'elles ont déjà eu la gentillesse d'alimenter voilà, pour illustrer, pour illustrer cette formation spécifique pour aujourd'hui. Donc Nicolas, tu peux peut-être ouvrir le module évaluation nutritionnelle. Voilà, je ne sais pas, Charlotte ou Kirsten, si vous êtes Oui. dans la salle. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, Kirsten, par contre, n'hésite pas à me compléter. Oui, je donc, suis là. voilà. Donc là, dans ce module-là, on a mis les premières informations qui nous semblaient importantes lorsque, en tant que diététicienne, vous recevez un jeune, une jeune qui souffre d'un trouble alimentaire ou pour qui vous avez un soupçon aussi. Donc, après, évidemment, on a mis les premières infos, mais ça va être alimenté de cas patients. Tu peux dérouler peut-être, Nicolas. Pardon. Pardon, ça va. Non, Ça va être alimenté de cas patients et d'autres documents qui nous semblent importants. Voilà. Merci Charlotte. Et tout ça sera alimenté donc, en ajoutant des activités de ressources comme on l'a montré dans le cas précédent. Oui, exactement. Voilà, donc un petit peu en quoi consiste notre plateforme de formation en ligne. Comme on l'a évoqué, nous démarrons sur cette plateforme, donc nous apprenons aussi tous les jours. Donc voilà, lorsque vous aurez accès à la plateforme, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires à nous formuler. Nous sommes ouverts évidemment à améliorer la fluidité, l'efficacité de la plateforme et nous vous remercions déjà d'avance pour votre soutien, votre retour, votre intérêt, vous êtes nombreux, et pour vos feedbacks. Voilà, je pense que nous pouvons quitter la plateforme, la présentation de la plateforme et je vais revenir vers Yves pour la dernière partie en fait et la session de questions-réponses qui suit cette présentation. Voilà, je ne sais pas si peut-être, comme on avait ouvert tout à l'heure, la présentation avec Madame Guyot, je ne sais pas si Madame Guyot, vous souhaitez partager un élément par rapport à ce qui a été présenté, si ça vous paraît en ligne avec ce que nous avons évoqué. Voilà. Je pense que c'était clair. Je vais laisser ceux qui sont concernés par la formation peut-être poser les questions, mais je vous remercie de cette présentation qui me semblait très claire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc peut-être si je voulais vous inviter à lever la main, ce sera plus simple pour nous, voilà, pour Vous allez dans identifier. réagir, vous allez dans réagir. Voilà, il est possible de, vous voyez. Et alors vous pouvez utiliser le chat également si vous êtes timide. Voilà. Eh Plusieurs bien, mains on qui se va lèvent. regarder tout cela. Alors, je vais aller dans l'ordre. Charlotte? Oui, bonjour. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Parfait, super. Donc, en fait, moi, j'avais une question. Je suis psychologue clinicienne et j'ai fait les démarches pour me conventionner donc, par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Cependant,
Je suis actuellement dans une région où toutes les heures sont déjà allouées et en fait, du coup, j'ai pas l'opportunité de me conventionner, sauf que je le souhaite depuis début 2024, mais c'est pas possible. Et on m'a dit que j'aurais peut-être des heures pour 2025. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je suis pas conventionnée, mais cependant, j'ai déjà des formations sur les TCA et j'ai envie de continuer à me développer là-dedans pour continuer ma prise en charge et qu'elle soit de plus en plus adaptée aux patients. Et vous avez dit tout à l'heure, justement, vous alliez en parler des personnes qui ne sont pas conventionnées, qui auraient droit aux formations quand même. Enfin, voilà, c'était par rapport à ça. Oui. Donc, Yves, je te laisse Madame, réagir. mais ou- Madame Guyot, là, va peut-être pouvoir répondre. Oui. Et donc, en effet, dans certains réseaux, je pense que les heures sont déjà allouées. Je pense que, il est possible de conventionner dans le cadre du coup de la fonction 3, donc traitement psychologique, pour rentrer dans la convention comme psychologue spécialisé dans les TCA. Mais je parle sous couvert de mon coordinateur de réseau qui n'est pas là. Mais voilà, je pense que c'est possible. Mais En je me fonction- permets de te compléter. En fait, c'est justement à toi que j'ai envoyé, je pense, tout le dossier, etc. On a déjà pu échanger un petit peu. Et on a parlé de moi justement aux responsables de réseau, etc. Mais qui malheureusement, ce n'est pas passé. Pourtant, voilà, c'était Oui, par ça rapport à dépend. CCA. Donc après, il y a peut-être autre chose à faire, hein. Ça dépend peut-être de la région où on se situe, mais Ça, c'est pas l'objet ici. Je Oui. note bien votre sûr. avis et je reviens vers Oui, le coordinateur de réseau avec la question. bien Je- sûr. Mais par rapport du coup aux formations et au fait d'être non conventionné, est-ce accessible quand même? oui. C'est surtout ça la Donc, question. je pense que la question plus générale, effectivement, est l'accès de l'offre de formation aux personnes non conventionnées. Et là, je pense que la volonté était effectivement de l'ouvrir également aux personnes non conventionnées. Alors, nos collègues d'Experts le font et je crois qu'ils font payer une somme modique pour cette participation. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous allons vous confirmer également dans les prochains jours. Mais donc, notre volonté, Ah, effectivement, est bien d'ouvrir la formation également aux non conventionnés. et ça, on reçoit l'information par email, c'est ça que vous dites, si c'est Oui, autorisé, tout oui, ça? Ok, oui, d'accord. tout à fait. D'accord. Merci. Ce sera partagé. Madame Germain? Non, Madame Nilens. Noémie Nilens. Oui, bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. Voilà, je voulais vous demander si vous aviez des précisions concernant les dates de la journée en présentiel pour octobre, parce qu'en fait, je me suis déjà engagée au préalable à une formation certifiante en thérapie systémique familiale qui pourrait justement être très intéressante en complément à la prise en charge des TCA. Pour du soin spécialisé en TCA. Mais donc voilà, je voulais un petit peu savoir si je pouvais me permettre de me réjouir et de m'engager également sur la formation en TCA que CEPIA propose, dans le sens que je me suis déjà engagée à être absente du 23 octobre au 31 octobre. Voilà. Merci pour votre question. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes encore en train de définir les différentes dates et notamment pour les aspects logistiques. Donc, on espère pouvoir, avant la fin du mois, pouvoir revenir vers vous avec un calendrier précis au niveau des dates. Sachez que si vous avez, il y aura des dates qui vont s'étaler entre octobre et novembre. Si vous ne pouvez pas aller, par exemple, dans votre province, vous pourrez toujours aller dans une autre province. Ah, très bien, parfait, ça c'est très bien. Ça va, Donc, donc il y aura ça va 5 oui. réunions. Donc, je pense que tout le monde, à la fois qui sera centré sur chaque province, mais effectivement, si vous n'avez pas pu assister à la réunion d'accueil de votre province, vous pourrez participer à d'autres réunions. Tout à fait, il faut qu'on soit relativement souple, hein. On sait que, en tant que professionnel, vous avez beaucoup de contraintes et donc la souplesse est importante. Tout à fait, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, je reçois une question concernant IT-Expert qui semble exclusivement néerlandais. Effectivement, IT-Expert, pour ceux qui ne les connaissent pas, et désolé si on n'a pas précisé, donc sont donc les spécialistes en matière notamment des troubles du comportement alimentaire en Flandre. Et donc, c'est eux qui donnent cette formation pour la partie néerlandophone du pays. Alors, je vois que Jessica Fripia a posé une question dans le chat de réunion. Bonjour, vous avez abordé une formation spécifique pour les patients en obésité. Qu'en est-il? Donc, effectivement, on parlera bien sûr des patients en obésité qui présentent un trouble de l'alimentation. Le groupe sur l'obésité, dans le cadre du CEPIA, est en train de construire une formation concernant l'obésité. Et dans le cadre de cette formation INAMI, nous parlerons bien sûr aussi de l'obésité, puisque ce sont aussi des personnes qui sont à risque pour les troubles alimentaires et détecter ces troubles alimentaires. Je pense en particulier pour l'hyperphagie boulimique, hein, ça, c'est chez 30% des personnes dans l'obésité. C'est important de la détecter et de pouvoir proposer des interventions spécifiques, voire des traitements. Excusez-moi, est-ce que Oui, j'avais levé Madame la main Biancani, depuis un pardon. Oui, petit moment? excusez-moi. Oui, Allez-y, je désolée. t'en prie. Voilà, je travaille pour la coordination. Je ne suis pas coordinatrice, mais je suis responsable du pôle formation des réseaux à Bruxelles.
Et ma question est plutôt pratico-pratique, puisque nous avons certains de nos psychologues cliniciens membres, donc psychologues de première ligne membres ici présents, toute une série qui auraient voulu assister mais n'ont pas pu. Comment est-ce que eux ou nous-mêmes, au niveau de la coordination, on aura accès aux prochaines étapes? Ça nous sera envoyé Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, pour les personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui à la visioconférence, ça ne les empêche pas de suivre la trajectoire de formation. Et donc, nous avons enregistré ce webinaire et nous allons mettre cela à disposition pour que vous puissiez le relayer également aux personnes qui n'ont pas pu participer. C'est ça. Et donc ensuite, si eux souhaitent s'inscrire sur la plateforme du CEPIA, comment reçoivent-ils ces accès-là pour le site web? Donc à ce moment-là, on va le préciser, il faudra nous envoyer un email et nous allons en fait sur sur notre site du CEPIA, nous allons prévoir au niveau de la formation de l'INAMI une inscription pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre et qui donc ne sont pas dans notre base de données en tant C'est ça. qu'utilisateurs et donc à laquelle nous allons envoyer les accès. Très bien, Alors, ok. pour Merci. préciser, donc nous n'avons pas le listing de tous les médecins, de tous les psychologues, de tous les diététiciens de la région wallonne ou de Bruxelles. Et donc, nous appuyons sur les listings Oui. qui nous sont communiqués, soit par l'INAMI, et c'est l'INAMI elle-même qui fait l'annonce de ces formations et cette ouverture de ces formations, ou bien nous passons par vos unions professionnelles ou scientifiques. C'est ça. Mais nous aussi, à notre niveau, au niveau des réseaux, on le relaye à notre communauté. Ah, de toute façon, au niveau Voilà. des réseaux, bien sûr, hein, au niveau D'où des ma réseaux. question, comment recevoir les informations à temps? Voilà, le CEPIA se positionne vraiment comme un partenaire des réseaux, comme un soutien à la formation, qui est une mission des réseaux, mais vous avez beaucoup de missions dans les réseaux. Et donc, s'il y a un soutien à certains axes de vos interventions, ben, le CEPIA est là, disponible pour ce qui concerne la formation, dans ce qui concerne les problématiques de poids, hein, d'alimentation, mais aussi d'image du corps et peut-être d'activité aussi physique, hein, on n'en parle peut-être pas assez. C'est aussi un point important à aborder au cours de ces formations. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Nous avons une question de Madame Collet. Oui, bonjour, merci pour cette très belle présentation. Merci à vous tous. En fait, j'ai animé en première ligne des ateliers très intéressants pour adolescents sur l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, j'en ai déjà fait 4. Et j'arrête parce qu'en fait, c'est lourd à développer en tant que psychologue de première ligne. Mais ayant assisté à une très belle présentation faite par Fanny Kreusch de l'Université de Liège ce samedi, donc journée scientifique sur l'estime de soi, je pense que ce serait vraiment important de développer et de soutenir les professionnels qui développent, que ce soit dans le milieu hospitalier ou en première ligne, des ateliers comme ça, parce que le groupe est vraiment porteur, au point tel que d'ailleurs, moi, c'est les parents des jeunes qui m'ont demandé de développer les groupes adultes. Et les groupes adultes marchent super bien, en tout cas en première ligne. C'est bien que j'étais approchée par le CPS et on va développer quelque chose. Mais ça prenait tellement d'énergie de créer cette liaison pour développer des ateliers pour les jeunes, alors que si on écoute Fanny Kreusch et la littérature scientifique est occupée de sortir, l'estime de soi va aller en se dégradant avec vraiment du narcissisme qui va flamber. D'où peut-être corréler aussi les études entre estime de soi, troubles alimentaires. Et du coup, je relayais à ma coordinatrice, justement, voir est-ce qu'il ne serait pas sain de développer, en fait, finalement, une clinique de l'estime de soi, parce qu'effectivement, je travaille depuis 98 dans le milieu hospitalier et médical. Alors, on a plein de cliniques qui existent, mais ne serait-il pas temps aussi de développer une clinique peut-être avec un esprit plus positif, moins, j'ai envie de dire, avec une étiquette moins pathologique, donc la clinique de l'estime de soi, et de corréler ou pas avec les troubles alimentaires. Donc voilà. En tout cas, j'encourage à développer et à soutenir les professionnels qui développent des ateliers pour les adolescents. Et ça permet aussi justement, en fait, on se rend compte que c'est peut-être normal d'observer des adolescents qui ne vont pas bien, parce que beaucoup de parents ont eux-mêmes une estime de soi négative, en fait. Et donc, d'où le travail, effectivement, au niveau du système familial. Madame Germain, peut-être pouvez-vous répondre à cela? Oui, merci pour cette réflexion tout à fait pertinente. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, effectivement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être développer, mais peut-être pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que pour le moment, on est en train de mettre en place donc, les formations que je vous ai rapidement présentées tout à l'heure. On en a 12 qui sont en cours de construction. Mais l'idée, effectivement, est de pouvoir… on est ouvert à toute proposition tout pour continuer à étoffer donc notre offre de formation. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait pertinent et intéressant et qui pourrait être développé
développée effectivement en partenariat entre ce consortium d'universités et CEPIA, parce que effectivement, je pense que c'est une thématique importante, les liens entre estime de soi et troubles des comportements alimentaires. Donc, je dirais que sur le fond, je vous rejoins tout à fait, mais maintenant, pour des aspects pratiques, ça ne sera pas possible dans l'immédiat, mais c'est quelque chose que l'on doit, je pense, tout à fait garder à l'esprit. En tout cas, je mets à disposition des professionnels parce que hier, je débriefais justement l'atelier avec une jeune qui a 16 ans et qui me disait, donc je faisais passer le questionnaire du CROSS et AL qui cible l'estime de soi au niveau scolaire, familial et alors aussi le rapport au corps. Et c'était super intéressant. Elle disait vraiment, oui, séance, combien les ateliers l'avaient aidé à s'accepter dans ses différences. Et donc voilà, je trouve que plutôt vraiment dans l'ordre préventif, c'est évidemment ultra intéressant. Donc, si parmi les professionnels présents ou à venir, au plaisir en tout cas de partager les idées. J'ai déjà rendez-vous d'ailleurs ici avec quelqu'un qui a fait la formation du docteur Yves Simon. Mais voilà, je propose parce que c'est important, je pense. Merci. Juste pour compléter, donc effectivement, on est toujours très intéressé d'avoir ces retours de votre part. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part effectivement peut-être de projets que vous auriez, de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées. Donc voilà, on est tout à fait à votre disposition, à votre écoute, et on est demandeur effectivement de retour de votre part. Oui, et je voudrais souligner que nous sommes aussi demandeurs. On est exactement dans cette même logique, hein. Les choses se mettent en marche tout doucement et donc d'avoir vos suggestions, vos propositions, voire votre implication dans l'organisation de ces formations de prévention, hein, ou de première ligne, vous êtes les bienvenus. Et puis, je pense qu'on va arriver à bien se coordonner avec le consortium universitaire parce que les techniques qui sont utilisées pour les psychologues, certains outils peuvent être aussi utiles pour les médecins, les diététiciens, les kinés, ou les assistants sociaux. Et donc, il y a certainement des outils qui peuvent être diffusés, qui peuvent être extrêmement utiles. Et dans la prévention, c'est certainement très important. Bien. Alors, je reviens un petit peu sur le chat de la réunion. Donc concernant, il y a encore des questions concernant ETexpert et la partie francophone. Donc, pour éviter toute confusion par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc nos collègues de ETexpert donnent cette formation soutenue par l'INAMI sur les compétences de base dans les troubles alimentaires au niveau néerlandophone. Mais c'est vrai qu'ils ont d'autres formations, notamment pour les diététiciens, euh, euh, en partie francophone ou du matériel en tout cas sur leur site. Voilà. Alors, pour répondre plus clairement à la question, effectivement, au départ, c'est ETexpert qui a proposé des formations francophones. Hein, mais cette formation francophone maintenant est délivrée par le CEPIA en collaboration avec Expert. Effectivement, il y avait eu 3 webinaires dont ont été d'ailleurs donnés par Madame Charlotte Delot. Mais par la suite, les francophones ont pu développer leur propre formation et c'est cette formation pour laquelle nous avons remis un devis à l'INAMI. Et donc maintenant, les formations pour les francophones peuvent se faire dans le cadre du CEPIA. Alors, il y a une autre question qui est posée. Je suis pédiatre et je travaille conjointement avec une diététicienne. Pourrais-je également avoir accès à la plateforme? Bien sûr. Hein, toutes ces plateformes sont accessibles. Elles sont ciblées par profession, mais il n'est naturellement absolument pas interdit aux diététiciennes de voir ce qui est enseigné aux médecins ou aux psychologues ce qui est enseigné aux diététiciennes. Il faut être extrêmement flexible et notamment si vous avez un travail de collaboration avec une diététicienne, ben, c'est intéressant que vous puissiez toutes les deux avoir les mêmes références ou les mêmes principes. Ça, c'est un élément important. Hein. Vous savez que dans les stratégies thérapeutiques, il peut y avoir plusieurs types de stratégies. En gros, il y a des stratégies spécifiques et il y a des stratégies multimodales, mais ce sont des stratégies d'intervention qui sont différentes et donc il est important que dans l'équipe multidisciplinaire, ben, les professionnels de ces équipes se coordonnent sur un certain nombre de principes pour ne pas susciter la confusion chez les patients ou bien des informations qui pourraient être contradictoires. Oui. Alors ici, je vois également une question sur l'accréditation. Yves, donc on demande ici s'il y aurait une accréditation pour les formations. Donc, en ce qui concerne l'accréditation, comme c'est une formation numérique, en tout cas ici, l'accréditation au sens du portfolio, mais pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, effectivement, ils ont déjà ce système d'accréditation depuis de nombreuses années. Et quand étaient organisées ces formations, elles se faisaient généralement en présentiel. Et puis est venu le numérique avec la Covid. Et donc, à ce moment-là, l'INAMI et le SPF ont proposé, ou en tout cas ont demandé et ont exigé plutôt une accréditation pour les formations en numérique. Mais la procédure pour avoir l'accréditation pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes par l'INAMI nécessite de construire un premier outil numérique pour lequel
le CPA aura, je l'espère en tout cas, l'accréditation. Il n'y a pas de raison, je pense qu'il ne puisse pas l'obtenir. Et donc, à ce moment-là, à partir de là, tous les outils qui seront développés par le CPA, il suffira que le CPA demande l'accréditation par ces outils, et donc ils seront valorisés comme d'autres e-learning qui sont développés notamment par les Folia Pharmaceutica ou bien par l'INAMI elle-même. L'INAMI elle-même propose des e-learning qui, pour les médecins, les pharmaciens et les dentistes, donnent droit à des points d'accréditation. Et puis, il y a l'autre volet de la loi qualité, qui sont actuellement les portfolios. C'est cet enregistrement numérique que vous avez à faire concernant vos formations. Et qui permet en quelque sorte de valoriser les formations que vous faites et notamment de pouvoir identifier en quelque sorte les spécificités de certains d'entre nous, à la fois pour les collègues professionnels, mais aussi pour les usagers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est Julie Achard qui posait la question. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Voilà, peut-être que Madame OK, Achard. En tout cas, voilà. c'était clair, merci. Donc, je reprends une petite synthèse peut-être des points d'attention importants qui nous ont été formulés. Donc, le premier, évidemment, est de confirmer dès que possible, et nous nous y engageons très rapidement, les dates pour les journées en présentiel, ainsi que l'accès aux psychologues diététiciens non conventionnés. Donc, voilà, donc c'est ça, c'est juste une question pragmatique en termes d'allocation des subsides, etc. Mais notre volonté est bien d'ouvrir la formation à tout le monde. Donc, c'est Il n'y aura gratuit pas de pour les discrimination à ce conventionnés. niveau-là. Voilà. Là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que j'ai parcouru les questions qui étaient sur le chat. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on clôture cette visioconférence en vous remerciant encore tous et toutes pour votre temps, votre participation active, vos retours déjà, et remercier encore Madame Guillaume de l'INAMI pour le soutien, Madame Germain et tous les professionnels qui participent également au contenu, et donc vous tous pour votre disponibilité future également à vous former. Voilà, je sais pas. Merci, au plaisir. Bon après-midi. Merci à toutes et tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.